offre ce cadre-là qui ne les fait pas fuir. J'indique que souvent, le développement du secteur informel provient de la fuite des petits entrepreneurs, des harcèlements qui leur ont fait du secteur formel. C'est là où ils vont se réfugier. J'entends beaucoup de gens qui disent, parce que PME, on me harcèle fiscalement, je vais fermer. Et puis je vais me réfugier dans une activité informelle. Première solution, créer les conditions pour fermer cette issue-là. Donc une fiscalité qui ne fait pas les petites et moyennes entreprises et qui ne contribue pas au développement de l'informalisation de l'économie. Deuxième idée, un État ne peut pas se contenter d'observer l'accroissement continu dans tel secteur qui lui échappe souvent. Fiscalement, on a expérimenté des systèmes de saisie, de fiscalisation du secteur informel, etc. C'est pas suffisant. Le répertorier du secteur, ça n'est pas suffisant. Tous les plans d'ajustement des années 90 ont essayé de s'attaquer à ce problème dans tous les pays d'Afrique. Ce n'est pas suffisant. L'objectif que doivent se fixer les décideurs, c'est de faire en sorte que le secteur dit informel, se modernise et que ceux qui y sont aient la qualité d'entrepreneurs connus et leur offrir le cadre qu'il faut pour que ceux-ci puissent saisir leur activité et ce faisant être connus par l'État, comptable des entreprises. La première des choses qu'il faut faire, c'est leur offrir des instruments simples de saisie de leur activité. Une comptabilité simple. Début, crédit, entrée, sortie, etc. Que eux-mêmes, les entrepreneurs, sachent quelle est la situation de leur activité. Donc, entrer dans un système de modernisation progressive pour transformer ces entreprises informelles en petites et entreprises commerciales, industrielles, etc., etc. Et ainsi, par une fiscalité adaptée, ne pas les effrayer. Pas de harcèlement. Parce que comme je l'ai dit, par ailleurs, ils ont un rôle important dans l'équilibre social, dans la stabilité sociale, pourvoyeur d'emplois, de petits emplois, et donc de revenus. J'ai jamais vu un pays où on a combattu entièrement et totalement ce secteur-là. Disons ces activités que l'on bâtit a posteriori le secteur informel. Comment faire en sorte que la place prise par ce type d'activité ne soit pas trop importante par rapport au secteur saisi, moderne. Donc il faut le moderniser, connaître les instruments de modernisation. Il faut ajouter que cette nécessité de la modernisation, disons, s'impose car ces opérateurs économiques profitent des infrastructures qui sont faites dans l'État en question et pour lesquelles les entreprises formelles participent au financement par la fiscalité. Donc, tous ceux qui bénéficient de ces infrastructures devraient être en mesure de participer à ces investissements. Voilà un intérêt au financement de ces investissements. Voilà un intérêt pour lequel il faut le faire entrer dans la modernité par les instruments dont j'ai indiqué quelques-uns tout à l'heure. Donc, madame, je ne connais pas bien votre secteur, mais je me suis placé sur un plan plus général en disant, en conclusion, il faut aller vers la modernisation du secteur. Personne ne peut combattre définitivement ce secteur.
il a son importance, surtout dans un moment où il y a un chômage de masse de population, où malgré tout il crée des emplois. L'objectif, cependant, n'est pas d'observer et de ne rien faire. L'objectif est de progressivement de créer des incitations pour que ceux qui travaillent dans ce secteur aient intérêt à venir se moderniser. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas d'économie au monde qui n'a pas ce secteur. C'est quelle est l'importance de ce secteur dans l'économie générale? C'est ça la question. Il faut éviter que tout le secteur économique soit occupé par des opérateurs informels. Bien, je remonte. Le foncier. Bon, vous avez raison, nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier, à la commission de dialogue, vérité et réconciliation, parce que nous considérons que, je l'ai dit au départ, aucun pays ne peut se développer en dehors de sa ressource principale. Aussi longtemps que la Côte d'Ivoire demeurera un pays agricole, rural, la terre brute avec ce qu'elle a, la forêt et la terre avec ce qu'elle peut rendre l'agriculture, la terre est le facteur de production le plus important, le capital le plus important des Ivoiriens et de ceux qui veulent participer au développement de la Côte d'Ivoire. Il faut donc, à partir d'un certain nombre d'observations très simples, comme la terre n'est pas extensible à l'infini, comme les populations qui veulent utiliser ce capital national augmentent comme c'est normal, il faut donc une politique qui fasse en sorte que l'utilisation de ces terres réponde à des règles et que cette utilisation ne soit pas désordonnée et conflictuelle. Or, dans le passé, ça a été le cas. L'occupation a été désordonnée et conflictuelle. S'ajoute que quand vous regardez la géographie de l'Afrique de l'Ouest, les caractéristiques de la terre ivoirienne sont telles que, ipso facto, cette terre attire des populations, de migration, de populations d'autres pays qui n'ont pas, disons, qui ne retrouvent pas les mêmes potentialités dans les terres qui sont les leurs. Donc, à côté de l'accroissement naturel de la population autochtone, il y a la migration des populations extérieures. Tout cela vient s'ajouter aux populations autochtones pour créer une pression sur la terre. D'où la nécessité d'organiser l'utilisation de cette ressource essentielle. Je crois que les instruments, c'est quoi? L'instrument, c'est la loi. La loi. Et nous avons en Côte d'Ivoire une loi sur le foncier rural. Et même peut-être le foncier urbain, sur le foncier rural. Cette loi qui a été passée en 1998-99, si je vois le mémoire, a été une des rares lois qui à l'époque a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Il faut que les textes réglementaires qui résultent de cette loi soient appliqués. Il faut que les autorités qui doivent l'appliquer soient investies de l'autorité suffisante pour l'appliquer. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut qu'on dise une chose ici et permettre le contraire là, du point de vue de la hiérarchie politique et administrative. Il faut que cette application permette une utilisation ordonnée. Il faut que le problème de transmission de propriété soit réglé. Il faut qu'il y ait une distinction très nette entre la propriété, l'usufruit, etc., etc. La terre, elle est ivoirienne. La terre appartient à la nation. Il faut qu'il y ait une articulation compréhensible entre le droit foncier,
le droit foncier moderne. Donc la loi et les droits coutumiers. On doit assurer la reconnaissance. Comme on dit, s'il y a des droits coutumiers, il faut les reconnaître et peut-être ici et là les purger lorsque l'État veut se substituer aux propriétaires, disons, coutumiers. Et je pense que c'est un ensemble de ces choses qui existent déjà, qui existent dans notre législation, mais dont l'application est insatisfaisante et qui fait que là où la terre devrait contribuer à être une solution aux problèmes que rencontre la Côte d'Ivoire, par exemple, le problème de chômage de masse, alors que la terre peut être un pourvoyeur d'activité et d'emploi, devient aussi l'utilisation devient un problème au lieu d'être une solution. Il faut mettre de l'ordre, c'est bien mon intention, on va mettre de l'ordre dans cette utilisation-là sans que cela soit considéré comme de l'exclusion vis-à-vis de qui que ce soit. Dans un État, il faut mettre un peu d'ordre. Sinon, ça s'appelle un pays de cocaïne. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert, doit rester ouvert. Ceux qui veulent mettre la terre en valeur viennent, mais conformément aux règles qui sont établies et pas d'occupation sauvage telle que nous la connaissons ici et là. Voilà, mon cher ami, ce que nous avons conclu au niveau de la commission de dialogue, vérité et réconciliation. Et je pense que ces questions-là, qui sont d'intérêt national, doivent être remises sur le tapis au cours de grandes rencontres avec les Ivoiriens pour confirmer ces orientations si nécessaires ou peut-être tracer d'autres lignes. Mais en fin de compte, il faut résoudre ce problème-là, car la terre est un élément essentiel dans la Côte d'Ivoire, dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, parce que, comme je l'ai dit, aucun pays ne peut se développer en dehors de sa ressource principale. La ressource principale de la Côte d'Ivoire est sa terre fertile. Bien, alors je remonte. L'entreprise locale, comment inciter les partenariats? Bon, ou c'est l'incitation ou c'est la loi. Moi, par nature, je suis partisan de l'incitation. Mais je me rends compte que là où il y a l'intérêt privé, quand vous donnez une incitation, l'intérêt privé demande encore plus d'incitation. Vous suivez tous la politique en France. Le pacte signé par les autorités françaises pour permettre aux entreprises de créer de l'emploi. N'est-ce pas? Des ressources importantes ont été mises à la disposition du patronat. Je ne sais pas si en contrepartie, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés. Hein? Bon, et pourtant, par nature, je suis peut-être partisan de cela. Donc il faut essayer les deux. Incitation, mais aussi la loi. Faire voter une loi, ça existe partout, autour de nous. Par exemple, dans certains pays, au Nigeria, vous ne pouvez pas investir dans le secteur bancaire étranger sans qu'on vous demande un partenariat avec un partenaire privé. Mais pourquoi pas au fond? Je crois que ce serait bien compris. Il faut indiquer, il faut mettre en place un mécanisme de ce type. Mais à côté, il faut inciter aussi les partenaires étrangers à y aller. C'est de l'intérêt de tout le monde. On fait les deux. Ou la loi, ou l'incitation. Pas de mesures de toute nature, n'est-ce pas? Les incitations d'ailleurs peuvent être d'autres fiscales aussi. D'autres fiscales. Et en fonction des politiques que ces investisseurs veulent mener, on peut utiliser la fiscalité aussi pour les amener à aller vers les objectifs que l'État veut fixer, en l'occurrence, créer un entrepreneuriat local, national, sans que cela apparaisse comme une discrimination, comme une exclusion de qui que ce soit. C'est de à un moment donné, quand il s'est rendu compte que la corruption devenait cette gangrène-là, il a chargé un individu de
de pourchasser la corruption. Et puis, il a dit, dans sa manière malicieuse, il faut que lui-même se dépêche, parce qu'on n'est pas sûr que lui-même, à un moment donné, ne soit pas corrompu. Donc, il faut avoir ce sentiment-là en tête. Donc, c'est résolument qu'il faut faire cela. Mais il faut combattre systématiquement cela. D'abord, moi, je trouve que ça donne une mauvaise image. Même si la corruption n'est pas consubstantielle aux Ivoiriens et aux Africains, mais il faut reconnaître que c'est dans nos pays qu'il y a le taux de corruption, dans nos pays africains, et particulièrement, dit-on, ce sont les études qui le disent, hein, dans les revues économiques avec nos partenaires extérieurs de toute nature, particulièrement en Côte d'Ivoire, la corruption est assez, le taux de corruption est assez élevé, et vous-même, qui êtes entrepreneur, vous le savez. Peut-être même que vous êtes un peu agent corrupteur, et je vous comprends. Vous pensez que ça met de l'huile dans le rouage. Ce faisant, vous participez. Mais je comprends. C'est pour ça qu'il faut créer les conditions de transparence, de fluidité, le mécanisme de faire en sorte que les affaires fonctionnent sans qu'on ait recours. C'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire. Sans compter qu'il faut qu'il y ait une culture, il faut éduquer. Ce sont des valeurs qu'il faut enseigner. Ce sont des valeurs. On n'est pas tous, il n'est pas dit que nous sommes tous des voleurs en herbe ou des détourneurs de ressources en herbe. Je sais que la pratique de la vertu est difficile, mais pourtant, au bout du compte, tout le monde y a intérêt. Il faut donc, dès le départ, enseigner cette culture de la pratique de la vertu. Le bien public, le bénéfice du bien public vaut mieux que les bénéfices individuels